Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Journaliste, réalisateur, documentariste, écrivain, Serge Moati a également été le conseiller audiovisuel de François Mitterrand pour 3 élections présidentielles en 1974, 1981 et 1988. Une défaite suivie de 2 victoires qui ont permis à Serge Moati de donner un cadre, une visibilité et une ambiance au débat d'entre-deux tours. En mettant en œuvre notamment de nouvelles stratégies d'image et en développant l'usage des petites phrases destinées à bousculer l'adversaire et capables de faire basculer l'électorat. Dans cet entretien, Serge Moati revient sur l'origine de son engagement, la loyauté, la fidélité à ses idées et sa passion toujours aussi vive pour la communication politique. Serge Moati, que doit-on savoir d'important sur l'homme que vous êtes ? Je suis orphelin depuis que j'ai 11 ans. Ça a été la chose pour moi marquante, de père et de mère. Ça, c'est pour moi la chose très marquante qu'il y a eu dans ma vie. C'était en Tunisie, je suis né en Tunisie, et je suis arrivé en France après la mort des 2 parents en 57. Et donc ça a été une vie après compliquée. Mon père a été déporté pour fait de résistance, mais Dieu merci, il n'a pas été arrêté comme juif, ce que je suis, et ce qu'il était, mais il a été arrêté comme résistant, et par les troupes de Vichy, dans les places d'Azemmour. Et il est allé là-bas, Sachsenhausen, ça s'appelle, enfin, c'est pas important, c'est un camp, et il n'y avait que des résistants dans ce camp, c'était un camp militaire, pas d'extermination. Et après, il a été amené pour complément d'enquête à Paris, et là, il s'en est évadé. Il a rejoint les socialistes de la résistance, et dans la résistance, quoi. Et il a fait partie du CNR, c'est le Conseil national de la résistance. Voilà. Et il a même été jusqu'à remettre, entre autres personnes, bien sûr, les clés de Paris à De Gaulle. Voilà, ça c'est le premier truc qu'on doit savoir. Qu'est-ce que l'histoire de votre père a forgé en vous ? La filiation avec un homme mort, où j'ai même repris son prénom. Je m'appelle pas Serge, je m'appelle Henri avec un Y. Mais je garde toujours Henri sur mon passeport, mais j'ai vraiment voulu faire tout comme lui, c'est-à-dire de gauche. Il était responsable du Parti socialiste en Tunisie, proche de Mendès-France et tout ça, et de gauche évidemment. Et moi je suis entré socialiste pour faire comme lui en 68. Ça s'appelait à l'époque la SFIO. Vous étiez le conseiller audiovisuel de François Mitterrand depuis 1970, lorsque vous êtes intervenu dans les débats d'entre-deux tours pour l'élection présidentielle en 74, 81 et 88. Comment François Mitterrand vous a-t-il convaincu de l'accompagner dans cette aventure ? Il est passé à la suite du congrès d'Épinay, le jour même, et il avait une interview à faire à l'ERTF de l'époque. Quelqu'un de son entourage m'a montré du doigt au loin en disant c'est un type qui travaille à la télé ou un truc comme ça. Et il est venu vers moi d'un pas très décidé, comme ça, et moi, j'en menais pas large. Et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais, évidemment. Je connaissais le cinéaste Serge Moati, je ne connaissais pas le camarade Serge Moati. Alors là, je me suis dit, cet homme aura ma fidélité. J'étais très cabot, très fier qu'on me reconnaisse comme réalisateur, comme cinéaste, quoi. J'avais fait déjà des petits trucs, mais enfin rien de spectaculaire, quoi. Et donc ça a été voilà. Et alors après il me dit je dois faire une télévision ce soir. Il était invité comme premier secrétaire nouveau, quoi, de la gauche, uni. Et il me dit mais je déteste la télévision. Et je me suis dit putain je suis bien barré, moi, mal barré. Et on prend un taxi, enfin ou une voiture à lui, je sais plus. Enfin bon bref. Et dans la voiture il me dit son antipathie pour la télévision, pour les caméras surtout. Il appelle ça l'œil noir. Je déteste l'œil noir. Bon, et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, je lui dis oui, mais il y a peut-être des techniciens de la CGT qui vont voter pour vous. C'est pas drôle, Moati. Bon, d'accord. Ensuite, je trouve une idée qui a l'air de lui faire pas mal. Là. Il rappelle des jeunes femmes assises dans leur canapé que vous allez séduire. Pensez à elle. Là, il s'est mis à se marrer. Et je crois que ça a déclenché notre relation profonde et vraiment qui n'a pas bougé. Et on est allé là-bas et on
on a promis de se revoir et on s'est revus beaucoup, puisque je faisais toutes ces émissions bénévolement, hein, bien sûr, de tous les trucs, genre la parole est au grand parti politique, des trucs comme ça, etc. Et chaque fois, je faisais gaffe, place de la caméra, tout ça, etc. Il me voyait bosser et il regardait vraiment comment on faisait ça. Il aimait parler à quelqu'un, lui, c'était un homme des meetings, un homme des grands meetings, comme ça, etc. Et il enthousiasmait les foules. Moi d'abord, hein, enfin, moi entre autres. Et non, il n'aimait pas du tout la télé. Et il s'est mis progressivement, enfin, à supporter l'idée de caméra. Et vraiment, enfin, de devenir un bon. Et on a fait, après 3 campagnes présidentielles, enfin, avec moi, on a perdu les 2 premières, et celle de 81 a été formidable pour nous. D'abord parce qu'il a gagné, mais pourquoi il a gagné aussi? Parce qu'on avait pu trouver des règles qu'on a proposées au camp adverse, c'est-à-dire les gens de Giscard. 27 règles, je ne sais pas si on compte 27 règles. C'est énorme. Et Badinter les avait mis en langage juridique. L'absence de plan de coupe, la distance entre les 2 candidats, des trucs comme ça. Quelle stratégie de second tour avez-vous mise en place en 88 face à Jacques Chirac? Ah oui, en 88, on a développé la stratégie suivante. Il fallait l'appeler tout le temps Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Et donc, on avait répété ça dans son bureau, à lui, à Mitterrand. Et on faisait, avec une de ses ministres à lui, quoi. Et il fallait qu'il nous réponde tout le temps Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Et il s'en est tenu là. C'est-à-dire qu'il a parfaitement réussi. Chirac avait très mal supporté. Bien sûr. Il avait compris la tactique, quoi. Puis moi, j'avais mis, c'était pas bien de ma part, enfin, j'ai fait une chose horrible. J'avais mis devant lui un dossier jaune. Et je lui ai dit, si vous énerve trop, vous tapotez sur le dossier. Comme je fais là, tu entends? Et j'avais dit au conseiller de Chirac, que je connaissais, c'était un réalisateur comme moi, j'avais dit, non, lui m'avait demandé, mais oui, oui, j'avais dit que je voulais faire un plan de coupe à un moment, puisque les plans de coupe étaient interdits, sur ce tapotage. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je peux pas te dire, je peux pas te dire. Et il me dit, il prend un air inquiet, quoi. Il me dit, c'est les diamants de Bocassa. Je dis, oui, mais ta gueule, là, on est entre nous. Bon, et il s'est passé ce qui s'est passé, ce que je souhaitais de tout mon cœur, qu'il le dise immédiatement à l'Élysée. Tu vois, c'est des petites astuces. Et donc, quand Mitterrand faisait ça, ils avaient la trouille. J'ai honte. 40 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé dans la mise en scène des candidats à l'élection présidentielle? Il n'y a plus de règles, déjà. Il n'y a plus de règles. Ils font ça comme ils sentent, quoi. Il n'y a plus de règles, puisque nous, on nous avait taxé de télévision nord-coréenne. Qu'on était une télévision nord-coréenne qu'on souhaitait, enfin, une connerie, quoi. Et bon, et on a fait tout, sauf une télévision nord-coréenne, évidemment. Et ça a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Il n'y a plus ce genre de truc, on vient regarder, on vient machin, etc. Non, il n'y a plus ça. Le réalisateur neutre, dit neutre, est seul, alors que nous, on l'encadrait dans la régie. Et ben voilà, et puis ils ont tous maintenant l'habitude de la télé, enfin, ils sont tous plutôt bons à la télé. Quelles sont selon vous les causes de l'abstention et du désintérêt des Français pour la politique? Ils ont l'habitude, quoi. Journal télévisé, les chaînes d'info continue, enfin tout, quoi. Tout participe à ça. Et puis l'effondrement des partis comme le mien, par exemple, ou le Parti républicain. C'est-à-dire les UMP, les machins, enfin tout ce qui a été la constitution du Parti républicain. Et on n'occupe plus. Donc c'est très difficile de s'intéresser, parce que très difficile de trouver des ancrages, des points d'ancrage dans le public. Soit c'est les victoires de l'extrême droite, soit c'est Mélenchon à gauche, ou voilà, qui sont en tête. Voilà. Donc voilà, donc c'est compliqué. Enfin, ça a beaucoup changé, beaucoup depuis cette époque. Il n'y a plus de Mitterrand, on parlait clairement, qui ont rassemblé la gauche. Entre 1995 et 2017, quel débat d'entre-deux tours vous a le plus marqué? Macron-Le Pen, par exemple. Bien sûr. Macron-Le Pen, c'était un débat donc présidentiel, hein, en 2017. Le Pen n'était pas bonne du tout, elle s'en est rendue compte et ça l'a effrayée. Ça l'a effrayée.
Et ça risque de se reproduire là, Macron-Le Pen à nouveau. Donc voilà. Selon vous, est-ce que c'est parce que Marine Le Pen a raté son débat d'entre-deux tours en 2017 contre Emmanuel Macron qu'elle a perdu l'élection? Ça a été très important, elle le dit elle-même, hein, ça a été très important. Très important parce qu'on s'est rendu compte qu'elle maîtrisait mal ses dossiers. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est dédiabolisée aussi beaucoup. Parce que pour être diabolique, il faut être informé quand même. Et donc elle a mis de l'eau dans son vin, si j'ose dire, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'un débat d'entre-deux tours peut réellement faire basculer une élection? Oui, enfin oui. En l'occurrence, on l'a vu en 2017. Personne connaissait Macron, hein, à part les types très très politiques, quoi. Personne ne connaissait. Et elle, on la connaissait, mais comme s'appelant Le Pen. On mettait dans sa tête Le Pen, comme le papa. Et ça a été, dit-on, déterminant. Quel regard portez-vous sur la campagne présidentielle actuelle? Bah pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle patine toujours. Elle n'a toujours pas commencé, j'ai l'impression. Macron, qu'on donne très en tête dans les sondages, hein, a été en même temps président de l'Europe et président de la France. Et c'est la première fois. Enfin, et voilà, et les autres non. Donc ça le met dans une situation très très compliquée à gérer, qu'il a essayé de résoudre très très bien d'ailleurs à la télé il y a 2 jours. On le voit travailler à son bureau, il se retourne dans la caméra. Enfin, c'est comme une série TV. C'est Netflix un peu. Et donc c'était bien ça. Mais voilà, mais c'est pas une campagne facile puisqu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de parti républicain à peu près. Pécresse est en chute, Anne Hidalgo également. Donc voilà, le reste, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les repères traditionnels d'une campagne présidentielle. On garde toujours en mémoire les phrases chocs prononcées dans les débats d'entre-deux tours. Comment sont-elles préparées? Ça, c'est le talent et la situation du candidat. Moi, c'était Mitterrand, hein, et donc un talent immense. Que vous n'avez pas le monopole du cœur, on lui répond là aussi une phrase préparée. Ok, et ça nous a bien baisé, ça. Bien sûr. Sur Mitterrand, c'était comme vous voulez commencer, Monsieur le Premier ministre, Chirac, puisque l'autre disait ici il n'y a plus de Premier ministre, il n'y a plus de président de la République, je ne sais pas quoi. Comme vous voulez, commencer, Monsieur le Premier ministre, parce qu'on s'attendait à ça. Donc ça, c'était travaillé. Mais j'étais pas seul. Hein. Il y avait Badinter, il y avait Debré. Donc on était un petit groupe dans la cellule audiovisuelle, si j'ose dire. Et puis en 81, on a eu le privilège de répéter. Il avait toujours refusé Mitterrand de répéter. Et là, on a répété chez Fabius. Et Fabius jouait le rôle de Giscard. Ouais, c'est ça, au moment de Giscard. Et Fabius, de manière fort intelligente, n'a parlé que d'économie, sujet qui n'était pas le plus facile pour Mitterrand. Et Mitterrand a très mal pris le truc et a dit à Fabius, c'est pas parce que vous avez une Italie ici ça, que vous êtes Giscard, un truc comme ça. Quoi. On s'est marré, et en fait, il est parti, Mitterrand. Et alors là, Dieu merci, on était emmerdés là. Putain, c'était 3 jours avant le débat. Et il est revenu. Ouf. Et là, on a pu travailler formidablement avec Fabius. C'était très bon. Est-ce que la référence au passé a encore sa place en politique? C'est le futur quand même qui nous fascine. C'est-à-dire ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Qui pouvait s'y attendre? Personne. Alors on peut bien sûr dire c'est la guerre mondiale, ça nous rappelle, je sais pas quoi d'ailleurs, au plus ancien, la guerre de 39-45, mais on est très mauvais si on commence à parler de ça. Parce que c'est facile à décrocher d'une certaine façon. Donc, je sais pas, le passé est difficile là. Parce que celui qui se place dans le passé ne se place pas en président. Le président, c'est les 5 prochaines années. Ce que fait excellemment, je crois, j'espère, Macron. Cependant, tous les candidats à la présidentielle tentent de rattacher Macron à son passé, c'est-à-dire à son bilan. Les gilets jaunes, machin, nana. Bon, des trucs qu'il a vécu, lui, pendant ces 5 années, qui ont été pas de tout repos pour lui. Hein. Ça a été hyper compliqué. Le Covid, tout ça, etc. Les embrouillamini sur le Covid au début, on n'a pas de masque, on a des masques. Enfin bon, ils vont essayer, je pense, de l'alimenter là-dessus. Lui, il va dire, mais non, regardez, l'économie repart, l'industrialisation, le machin, etc. Bon.
on voit bien, lui il va parler futur et eux vont parler un peu passé pour l'emmerder. Emmerder, un mot macronien. Quel conseil commun donneriez-vous à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2022 ? L'incarnation. Être le plus perso possible. C'est comme avec un comédien. Quoi. Moi, j'ai toujours traité Mitterrand en comédien. C'est-à-dire que, comme c'est pas péjoratif du tout, c'est au contraire l'incarnation. Un comédien, il est bon s'il incarne son personnage. Il devient son personnage. Et les problèmes qu'a Pécresse en ce moment, par exemple, c'est qu'elle n'a pas incarné suffisamment. Et c'est très embêtant, ça. Il faut être très... il faut pas jouer, je sais pas comment dire. Faut être le personnage. Le personnage entre dans votre peau, enfin la peau du personnage, c'est connu comme expression. Mais c'est important de jouer bien ça. Et jouer, ce n'est pas dans ce cas-là péjoratif, non, c'est vraiment habiter, comme vous dites, son personnage. Et qu'on se dit pas, il joue, justement. Vous voyez ? Il est lui, il est elle, enfin elle est elle. Vous voyez ? Ça a été le succès aussi de, par exemple, Arlette Laguier, travailleuse. C'était pas simplement le jeu. Voilà. Mélenchon, quand il s'y met, il est très très bon. Il faut absolument recréer le lien national. Ce qui nous a fondés, façonnés, fait que la France existe dans le monde d'une manière forte. Pas simplement, voilà. Mais il ne faut pas s'enfoncer là-dedans trop non plus. Vous voyez, il y a des limites, quoi. Parce qu'à force de rabâcher que la France, on oublie de dire, mais demain, qu'est-ce que tu fais ? C'est une présidentielle, hein. Je ferai ci, je ferai ça, et je trouve, et j'explique comment, financièrement, je ferai pour faire ce que je dis. Mais il y a un moment où il faut se dire, on a changé d'époque. Mais par contre, on se retrouve sur des grands sujets. J'ai jamais joué une présidentielle. Pas de conneries.